Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du magazine Défense. On commence tout de suite avec l'actualité sécuritaire avec vous, Océane Nicole. Bonsoir Océane. Bonsoir l'actualité, c'est évidemment la menace iranienne, avec cette question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on est à la veille d'une nouvelle confrontation avec l'Iran? En tout cas, selon certains responsables sécuritaires, ce serait une question de jours. Tout à fait, ce serait même imminent selon les services de défense. Ce qui est sûr, c'est que la prochaine guerre, elle sera différente dans le sens où ce sera vraisemblablement une attaque surprise qui serait menée par l'Iran sur le territoire israélien. Donc quand on dit attaque surprise, ça veut dire des attaques, des tirs de missiles ou encore des drones. Même si l'Iran a été évidemment lourdement affaibli pendant la guerre des 12 jours en juin dernier, eh bien Téhéran a su se reconstruire en l'espace de quelques mois, que ce soit son programme du nucléaire, son programme balistique, la construction et la production de drones, aussi également dans le système de détection d'alerte, dans le système de défense aérienne, le financement également, et aussi dans le contrôle d'infrastructures terroristes au Moyen-Orient. Beaucoup de préparation de la part de Téhéran, et également Téhéran qui en a profité aussi pour continuer à préparer, à orchestrer des attaques menées au Moyen-Orient, mais aussi dans le monde, contre des cibles israéliennes ou juives. Ce qui est sûr, évidemment, Chani, c'est que pendant ces 12 jours, beaucoup de missiles, beaucoup d'entrepôts, des sites de production d'armes ont été détruits par l'armée israélienne. Mais l'Iran a donc relancé le rythme de production, même si, à l'heure à laquelle on parle, les entrepôts sont encore loin d'être remplis au niveau d'avant la guerre. Selon les médias américains, eh bien, la production iranienne de missiles pourrait atteindre environ 3000 missiles par an. Et selon les services de renseignement israéliens, à l'heure à laquelle on parle, Téhéran, l'Iran serait en train de mener des entraînements et des exercices, signe donc que eh bien, l'Iran s'apprêterait peut-être donc à attaquer Israël. Ce qui est sûr, c'est que Israël pense aussi que si l'Iran attaque de nouveau le territoire israélien, eh bien là aussi, les États-Unis pourraient rejoindre et se mettre du côté d'Israël pour frapper des cibles iraniennes. On a vu maintenant ce qu'il en était du côté de Téhéran, mais qu'en est-il du côté d'Israël? Est-ce qu'Israël est prêt à cette possible attaque? Eh bien, écoutez, à l'heure à laquelle on parle, là aussi, l'état de préparation est maximal côté israélien, puisqu'Israël a tiré les leçons du 7 octobre et préfère guérir que guérir. Résultat, la direction du renseignement a décidé de créer un poste justement de renseignement de permanence, un poste, un moyen de créer, d'être en alerte maximale, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce sera un poste qui sera occupé par un officier, donc commandant, mais aidé aussi par d'autres responsables qui seraient eux, extérieurs à l'armée israélienne. Le but, c'est donc d'assurer une présence, un état d'alerte maximal pour tous les fronts. Évidemment, le front nord avec donc l'Iran, un petit peu plus loin, mais il y a aussi le front libanais, le front sud avec la bande de Gaza. Et évidemment, ce poste travaillerait pour le compte de Tsahal, mais aussi pour les services de renseignement israéliens. On parle encore au futur, puisque la création de ce poste est encore en discussion, mais en tout cas, face en effet ce niveau d'alerte maximale mené face à l'Iran, qui pourrait donc attaquer une question de jours, de semaines, eh bien Israël prend ça extrêmement au sérieux et se tient prête. Merci beaucoup, Océane Nicole, pour toutes ces explications. Et on continue d'en parler avec Raphaël Jérusalemi, ancien officier du renseignement militaire. Bonsoir, Raphaël. Alors, cette menace, on l'a vue avec Océane, on sait qu'elle est réelle, mais d'ici quelques jours, est-ce que c'est plausible ? C'est plausible et c'est même souhaitable, car il faudrait une frappe préventive dans la mesure où les Iraniens ne sont pas actuellement au niveau maximal de munitions leur permettant d'attaquer Israël de façon sérieuse. Cela ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas, parce que la logique, c'est pas leur fort. Ils ne sont pas toujours très rationnels dans leurs décisions, mais pour l'instant, ils n'ont pas un nombre suffisant de missiles pour inquiéter vraiment Israël. C'est quand même une menace, parce qu'on parle, il leur reste à peu près plus d'1 millier de missiles balistiques et quelques missiles hypersoniques qui sont quand même une menace présente et imminente pour Israël si jamais ils décidaient malgré tout de passer à l'attaque. Alors là, le problème d'une frappe préventive, c'est que d'un côté, c'est très souhaitable parce que ça empêcherait évidemment les Iraniens de se préparer. D'un autre côté, c'est un certain gaspillage de munitions. Il ne faut pas oublier que 2 ans de guerre et la guerre des 12 jours ont quand même fait que beaucoup de munitions ont été utilisées, beaucoup de matériel a été utilisé qui doit être rafraîchi ou réparé. Et donc, il n'est pas sûr que ce soit le meilleur moment lorsque nous avons d'autres fronts, d'autres théâtres d'opération et la menace peut-être de la Turquie. Ceci étant dit, c'est une décision donc plus aux politiques qu'aux militaires.
je pense que c'est une question de temps. Le dernier obstacle, c'est plutôt Washington, avec la velléité des Américains de tenter malgré tout, un accord sur le nucléaire. Et à ce moment-là, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu supplie, oserais-je dire, Donald Trump de joindre à l'accord sur le nucléaire un accord de limitation de production et d'utilisation de missiles balistiques, car la menace balistique, elle, est présente. Le nucléaire, c'est dans l'avenir. Donc, selon vous, Raphaël, c'est Israël qui mènerait cette frappe préventive ou est-ce que l'Iran serait capable de surprendre Israël ? Alors, l'Iran pourrait surprendre Israël. On a assisté cette semaine à des exercices dont on ne sait pas s'ils étaient un écran de fumée pour préparer une opération contre Israël ou s'il s'agit simplement d'entraînement ou alors des sbroufs pour nous impressionner. Ce n'est pas très clair, mais c'est inquiétant. Les gardiens de la Révolution se sont refait une santé depuis la guerre des 12 jours. C'est un paradoxe parce que tout le pays, l'Iran, est en crise complète. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a même plus d'eau potable comme il le faut, alors que pour les centrales nucléaires et pour l'industrie militaire, il y a toute l'eau qu'on veut et toute l'énergie qu'on veut. Il y a d'ailleurs de l'eau dans le gaz entre les gardiens de la Révolution et le régime des mollahs, des ayatollahs, et donc un affaiblissement en fait du régime qui pourrait être très très utile aux Israéliens en utilisant l'opposition à l'intérieur de l'Iran. Sur le plan militaire pur, il est absolument souhaitable et recommandé de faire une frappe préventive dans la mesure où la guerre des 12 jours a permis d'ouvrir des corridors opérationnels dans le ciel iranien et autour de l'Iran, car il n'est pas toujours nécessaire aux avions de combat israéliens de pénétrer le ciel iranien pour tirer le missile qui ont des portées de plusieurs centaines de kilomètres. Il y a donc ces corridors opérationnels qui permettent d'attaquer et d'attaquer de façon rapide avec un affaiblissement de la défense antiaérienne iranienne pour l'instant. Ça serait quand même évidemment le moment idéal sur le plan militaire, à savoir si c'est le moment aussi sur le plan géopolitique, ça c'est une autre histoire. Alors, Raphaël, dernière question très rapidement. S'il y a effectivement cette frappe préventive d'Israël, est-ce qu'on pourrait envisager peut-être une aide des États-Unis ou est-ce qu'Israël devra se débrouiller tout seul ? Les États-Unis, comme la guerre des 12 jours, rattacheront leurs wagons s'il y a une victoire israélienne à la locomotive israélienne. Donald Trump voudra faire partie de cette victoire militaire. Si ça ne marche pas, alors Donald Trump nous tapera sur les doigts. Ça, c'est de bonne guerre, entre guillemets. Mais c'est véritablement le moment. Je conclurai en disant qu'il ne faut pas oublier que l'Iran cherche absolument à renforcer les proxys de nouveau. Hezbollah, Hamas, Yémen, outils du Yémen, et donc qui sont pour l'instant affaiblis. Une autre raison pour laquelle il est bon de frapper maintenant et de ne pas attendre. Merci beaucoup, Raphaël Jérusalemi, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Tribune de guerre. Merci d'avoir été avec nous sur Défense. On s'intéresse à présent au front nord. Les autorités libanaises enquêtent sur la disparition récente d'Ahmed Choukar, un ancien officier de sécurité. Il serait lié à l'un des épisodes les plus sensibles du conflit israélo-libanais, la capture de Ron Arad en 1986, dont le corps n'a jamais été rendu à Israël. Océane Nicole. Cela fait plus d'une semaine qu'Ahmad Skour est introuvable. Les autorités locales ont ouvert une enquête pour retrouver ce retraité libanais qui avait occupé le poste d'officier de la Sûreté générale. Selon Beyrouth, Ahmad Skour aurait été attiré hors de son village natal de Nabichit vers une zone proche de Zaaleh où les traces de lui se sont arrêtées. 2 personnes de nationalité suédoise seraient liées à son enlèvement. Elles seraient arrivées au Liban 2 jours avant la disparition du retraité libanais. Toutes les pistes sont envisagées par les enquêteurs. Un enlèvement, un transfert hors du territoire libanais, voire une élimination ciblée. Selon des sources rapportées par certains médias arabes, l'ancien officier libanais aurait été drogué et transféré hors du Liban via la région du Mont Hermon, par voie aérienne ou maritime. Le Liban soupçonne Israël d'être responsable de la disparition, car Ahmad Skour est le frère de Hassan Skour, impliqué dans le groupe ayant capturé Ron Arad et tué en 1888 par les forces israéliennes. Ahmad Skour est aussi parent de Fouad Skour, un haut responsable militaire du Hezbollah, éliminé par Israël l'année dernière.
L'avion de Ron Arad a été abattu au-dessus du sud du Liban le 16 octobre 1986. Son pilote aurait d'abord été détenu par le mouvement chiite Amal. Présumé aujourd'hui mort, le corps de Ron Arad n'a jamais été restitué à Israël. On est à présent en ligne avec Sarit Zehavi. Vous êtes fondatrice et présidente du Centre de recherche Alma. Bonsoir Sarit. J'aimerais déjà vous faire réagir sur le sujet qu'on vient d'écouter. C'est une opération assez spectaculaire qui a été menée dans la vallée de la Bekaa, donc au cœur du Liban. Est-ce que ce serait une façon pour Israël de dire au Hezbollah et au Liban en général qu'il est capable d'agir n'importe où, n'importe quand et même 40 ans plus tard? Israël, et on l'a déjà prouvé en Syrie, peut agir partout, à tout instant, et même bien après 40 ans plus tard. Spécifiquement sur cette opération, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Pour l'instant, nous n'avons pas d'autorisation et nous n'avons pas de confirmation de la part d'Israël. Oui, on attend évidemment des informations supplémentaires. J'aimerais maintenant parler avec vous du Hezbollah. On aimerait comprendre, depuis plus d'1 an, le Hezbollah dit qu'il ne désarmera pas. À une semaine de la date limite, le Liban dit que la première phase, donc le désarmement, sera achevée dans les prochains jours. Est-ce que c'est un coup de bluff du Liban ou est-ce qu'on peut vraiment y croire? Je commencerai à y croire quand je verrai des résultats sur le terrain. Pour l'instant, ce qu'ils disent et ce qu'on voit, plus d'activité de l'armée libanaise par rapport auparavant, mais sans comprendre quels sont les résultats et sur les lieux où ils se rendent. Et on ne peut évidemment pas désarmer le Hezbollah sur 30 km² ou plus en 3 semaines ou 5 jours par semaine. Non, c'est pas logique. Moi, j'ai un peu le sentiment de déjà vu 20 ans en arrière, après la guerre précédente. À l'époque aussi, le Hezbollah a donné l'impression qu'il était prêt à faire des accords, que tout allait bien, qu'il ne serait pas au-dessus du fleuve Litani. Et finalement, ça n'est pas arrivé en fin de compte. Et ils étaient sur notre frontière. Israël, chaque jour, attaque au Liban des positions du Hezbollah et dévoile des infractions du Hezbollah. L'armée libanaise ne fait pas suffisamment, c'est évident, ni au sud du fleuve Litani, sur lequel on est d'accord, et nulle part ailleurs d'ailleurs. Mais alors, justement, l'un des piliers du Hezbollah, c'est l'argent iranien. Et le Hezbollah se dit mécontent du manque de financement parce qu'il réclamait 2 millions de dollars, donc le double de la somme que l'Iran souhaitait accorder. Il y a une crise de confiance entre l'Iran et le Hezbollah, visiblement. Je ne pense pas. À mon avis, c'est juste des histoires de bazar proche-oriental classique où on discute combien d'argent va venir, combien d'argent va être envoyé. Je ne me laisserai pas impressionner par ce genre de discussion. En fin de compte, les Iraniens sont très impliqués dans la reconstruction du Hezbollah. Ils voudraient faire plus que ce que le Hezbollah donne, mais ils sont tout à fait impliqués sur le terrain. Nous voyons des visites de responsables qui, la manière de parler de Naïm Kassem et sur la manière de présenter le désarmement et ce qui se fait sur le terrain, y compris toutes les organisations. Bref, je n'appellerai pas du tout cela une crise. Mais alors, selon vous, on sait que le Hezbollah est censé désarmer jusqu'à la fin de l'année, donc on est véritablement à J-7. Est-ce que vous pensez qu'Israël pourrait prendre les devants et mener peut-être une opération pour désarmer le Hezbollah comme il promet de le faire? D'abord, c'est une décision du président libanais, cette décision avec les Américains. Il ne parle que de la zone au sud du Litani. Donc le Hezbollah vont plus au nord et investissent dans ces zones plus au nord du Litani et personne ne s'occupe de ces zones-là, malheureusement. Israël attaque là-bas, mais pas suffisamment, et certainement pas à Beyrouth et certainement pas plus au nord. Alors, quand tout le monde comprendra la géographie dont nous parlons. Et donc, le scénario où Israël attaque de manière plus intensive que ce que ça a été le cas l'année écoulée, eh bien, c'est tout à fait possible. Il est possible qu'on verra davantage d'attaques vers des zones qui ont été moins traitées, comme Beyrouth et la Bekaa. Et pour l'instant, Netanyahou va aux États-Unis. Je ne suppose que ça ne se passera pas pendant qu'il est là-bas, mais c'est parfaitement quelque chose que nous pourrons voir dans l'année à venir. Merci beaucoup, Sarit Zehavi, pour ces explications.
On passe à présent à un tout autre sujet. On a beaucoup parlé sur cette antenne du post-trauma et du processus de reconstruction pour les soldats qui en souffrent. Aujourd'hui, on s'intéresse à une autre forme d'aide, de plus en plus utilisée, les chiens d'accompagnement. Reportage à Tel Aviv avec mon caméraman Aviatal. Au parc Ayarkon, au cœur de Tel Aviv, la scène pourrait sembler ordinaire. Des chiens, des entraîneurs, des ordres calmes. Pourtant, ici, l'entraînement a une mission bien précise. Dresser des chiens d'accompagnement pour les soldats souffrant du syndrome de stress post-traumatique. Pour de nombreux soldats et réservistes, le retour à la vie civile est un choc silencieux. Les combats sont terminés, mais le corps et l'esprit restent en alerte. Crise de panique, isolement, angoisse nocturne, pour eux, ces chiens deviennent bien plus que des compagnons. Ils sont un appui constant, capable de détecter les signes de détresse avant même que la crise ne s'installe. Ces chiens sont élevés ici dans ce centre d'élevage et ils sont confiés aux soldats et ils leur permettent de surmonter les crises de panique qu'ils ont continuellement après tout ce qu'ils ont vécu à l'armée. Le chien sent quand le soldat va criser et lui permet de surmonter tout ça. Des chiens étaient fournis déjà complètement dressés, mais actuellement on attribue aux soldats même des chiots. Ces chiens sont formés dès le plus jeune âge. Ils apprennent à reconnaître les signes de détresse, une tension, un changement de posture, une respiration qui s'accélère. Ils sont formés pour intervenir avant que la crise ne prenne toute la place. Et pour cela, l'entraînement de ce soir au parc Ayarkon est essentiel. Ils apprennent à obéir aux ordres, s'asseoir, se coucher, tourner et même marcher à une allure conditionnée. Avancez avec le chien, doucement. Doucement et collé à vous. Doucement. Les chiens sont entraînés à reconnaître les odeurs. Je vais cacher ce jouet et chacun son tour va tenter de le retrouver. Mission accomplie, un à un. Chaque chien parvient à retrouver et à extraire le jouet caché dans le tuyau, ou presque. Annie Grunwald est engagée dans l'aide aux soldats et à leurs familles. Depuis le début de la guerre, la détresse psychologique est devenue impossible à ignorer. Des dizaines de milliers de personnes souffrent de troubles post-traumatiques. Il y a beaucoup de suicides. Il y en a eu plus de 20 ces 6 derniers mois. Et c'est affolant et on ne peut pas accepter ça. Alors nous nous sommes tournés vers l'association EGOS qui œuvre beaucoup pour protéger ces soldats. Ils fournissent aux soldats des chiens d'accompagnement qui leur permettent de surmonter leur traumatisme. Dans les programmes des chiens d'accompagnement, certaines races sont privilégiées et dressées spécifiquement pour cela. Labrador, Golden Retriever, des chiens stables, capables d'intervenir physiquement et de rassurer par leur présence. Mais ce qui compte avant tout, c'est le tempérament, la capacité à rester calme et attentif à l'humain. Preuve que pour accompagner un soldat, il ne faut pas forcément être grand. Un chien d'accompagnement coûte environ 5 000 €. Une somme importante financée presque exclusivement par des dons. À ce jour, plus d'une centaine de chiens ont déjà été confiés à des soldats, mais les besoins restent immenses. Des dizaines attendent encore. Et leur nombre pourrait très vite bondir dès la fin de la guerre. En effet, le stress post-traumatique peut se déclarer des semaines, des mois, parfois même des années après les événements. La compagnie EGOS en a déjà fourni 120 et il y a 60 soldats qui sont en attente d'un chien d'accompagnement. Et c'est pour ça que nous sommes toujours sur le pont pour essayer d'en acheter un maximum. On a besoin d'un maximum de fonds, même des petites sommes l'une après l'autre. Et je remercie à l'avance tous ceux qui pourront nous aider. Pour en savoir plus sur l'association Bnai Brit et ses initiatives, son site internet s'affiche en bas de l'écran. Ces chiens ne remplacent pas un suivi médical, mais ils permettent parfois l'essentiel, rester debout et retrouver une humanité après avoir vécu des situations inhumaines. Et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Itai Turner et son chien Rio. Bonjour Itai, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc réserviste dans l'unité EGOS et votre chien, depuis combien de temps est-ce qu'il partage votre quotidien ? Comment est-ce que vous décririez votre relation ?
הוא נמצא אצלי כבר Il est avec 8 moi חודשים. depuis 8 mois. הוא בעצם הכלב הליווי הרגשי שלי. C'est mon chien d'accompagnement affectif. הוא עוזר לי בעצם Il בהכל, כאילו m'aide מהרגע שהוא הגיע, pour tout. Dès השתנו לי החיים. qu'il est arrivé, ma vie a changé. C'est vous qui l'avez dressé ou est-ce que vous l'avez obtenu alors qu'il était déjà dressé? Parce qu'on a vu qu'il y en a certains qui obtiennent aussi des chiots et qui les dressent eux-mêmes. נכון, אז אני קיבלתי אותו Oui, גם קורס, moi je l'ai קיבלתי כמה reçu אילופים, tout petit. J'ai eu quelques cours de dressage avec une spécialiste qui est venue me voir et j'ai beaucoup travaillé seul. Ça fait partie du travail. C'est comme en fait élever un enfant. Et c'est un travail sans fin, c'est un lien que l'on entretient en permanence et que l'on construit. Oui, on voit que vous avez une relation déjà très fusionnelle avec lui. Comment ça se passe dès que le chien intègre la vie quotidienne? Comment ça se passe dans la vie de tous les jours? Au quotidien, c'est un défi, c'est pas toujours facile. Cela demande de le nourrir, de s'occuper qu'il ait de l'eau, qu'il sorte, qu'il puisse avoir tout ce dont il a besoin, qu'il puisse jouer. Mais en retour, on a tout le bonheur du monde, toute la joie de rentrer à la maison avec quelqu'un qui est, en fait, c'est le meilleur moment de la journée, c'est de le retrouver. Donc c'est votre chien d'accompagnement, donc il est là aussi dans le cas où vous faites peut-être même des crises d'angoisse, etc. Est-ce qu'il sait anticiper ce genre de choses? Spécifiquement, non. Il n'est pas dressé pour cela. Il y a des chiens qui savent à l'avance identifier et aider avant la crise. Et lui, pour moi, au quotidien, il me soulage beaucoup. Et je n'arrive pas à des crises d'angoisse, justement, parce que il m'occupe et il me fait penser à autre chose dès qu'il y a du bruit à l'intérieur de moi. D'accord. Alors justement, qu'est-ce qu'il vous aide à faire après dans la vie quotidienne? Est-ce qu'il vous aide aussi peut-être même à réaliser des choses qui avant étaient impossibles selon vous? Il m'aide pour tout, chaque jour, sans y faire attention. D'abord pour se lever le matin. Je dois me lever le matin pour lui donner à manger. Pour le sortir, eh bien, ça me donne déjà une raison de me lever et de sortir du lit et de commencer ma journée et de commencer en agissant et ne pas m'enfoncer avec moi-même. Et en fait, il me fait fonctionner, il me fait sortir, il me fait promener dans la nature. Et en fait, il m'accompagne partout, il me suit, il est toujours avec moi. Vous m'avez dit en antenne que vous êtes réserviste dans l'unité EGOS et que vous êtes toujours réserviste en service continu. C'était important pour vous de continuer cette mission. Et d'ailleurs, comment ça se passe quand vous êtes en mission? Est-ce qu'il vient avec vous? Est-ce qu'il vous accompagne? Non, il ne peut pas venir avec moi en service. Et je ne veux pas l'amener dans des endroits pareils d'ailleurs. Mais j'ai une compagne, j'ai ma famille qui m'aide. Et donc, là où je l'ai pris aussi, au chenil, eh bien, il m'aide aussi et il m'aide à régler les problèmes techniques. Et bien aussi, voilà, on fait ce qu'il faut et ça marche. Alors justement, voilà, vous dites que vous avez une compagne. Là, c'est une question qui a intéressé beaucoup de personnes. Est-ce qu'elle s'entend bien avec les chiens? Est-ce qu'elle a peur des chiens? Comment ça se passe justement? Parce qu'avec un chien qui est quand même un labrador, c'est quand même assez imposant. Comment ça se passe si quelqu'un a peur des chiens justement? Eh bien, ma compagne et sa famille, ce ne sont pas des gens à chiens. Et quand Rio est arrivé, il a tout changé. En fait, tant le frère de ma compagne, et il voit Rio et il se rapproche d'eux. C'est incroyable. On ne peut pas rester indifférent à cet animal. Oui, ça c'est évident. Quel âge il a? Il a 10 mois. Oui, donc... C'est vraiment un chiot encore. Oui, donc vous l'avez eu alors qu'il était encore tout petit. Alors justement, au jour le jour, quand on a un chien d'accompagnement, qu'est-ce qu'il est important d'expliquer aux gens qui ne comprennent pas vraiment
on va dire, la fonction d'un chien d'accompagnement. Qu'est-ce qu'il est important pour vous d'expliquer, justement? Je pense que l'existence de cet animal dans la vie change votre quotidien complètement, du tout au tout, et pour votre entourage aussi. Et ça vous permet de créer des contacts avec des personnes que vous n'auriez jamais avec qui vous n'auriez jamais parlé, mais à cause du chien dans la rue, on commence à parler. Bref, ça change tout. Et puis, il y a beaucoup de niveaux de chiens. Il y a des chiens qui travaillent, on peut pas les toucher, ça dépend. C'est très différent, voilà. Bien, merci beaucoup, Itai Turner. Merci aussi à Rio d'avoir été calme pendant cette interview. Et merci à vous d'avoir suivi ce numéro de Défense. Restez avec nous sur i24 News, l'information continue.